Désillusion pour les hommes de Philippe Inchberger, le GF38 recevait l'AS Monaco en 32e de finale de la Coupe de France au Stade des Alpes. Défaite 1-0 pour les Grenoblois. Fermés depuis le deuxième confinement, les lieux culturels n'ont toujours pas de perspective de réouverture. Le président du département, Jean-Pierre Barbier, a donc lancé un appel au gouvernement pour demander la réouverture des musées. Le ciel isérois est devenu orange le temps d'une journée samedi, un phénomène certes impressionnant mais qui a fortement dégradé la qualité de l'air isérois. C'est ce que nous verrons avec notre invité Alexandre Thomasson, ingénieur chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du 10 février 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. On commence ce journal avec la grosse déception pour les joueurs du GF38 à domicile. Ils recevaient l'AS Monaco en 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui n'a pas souri aux Grenoblois. Le résumé avec Lilian Veillet. 3 contre 2. Jovetic qui va frapper là. La frappe de Jovetic, c'est le but. L'exploit n'aura pas lieu. Les Grenoblois y ont cru pendant longtemps, même après ce but de Jovetic pour Monaco à la 35e minute. Les joueurs de Philippe Inchberger ont poussé à l'image de Yorick Ravet ou d'Achille Anani. Une déception qui n'efface pas la frustration des supporters grenoblois et monégasques qui n'ont pas pu assister au match. C'est une Ligue 1, le stade, je pense qu'il aurait été plein. Je pense qu'il y a 20 000, facile, il y aurait 20 000 spectateurs. On est tous là pour les soutenir. Déçu, très déçu là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un gros match comme ça et on peut pas aller le voir, c'est dommage. Ça tombe bien que Grenoble joue contre Monaco, mais bon, c'est comme un huis clos, on n'a pas de chance. C'est dommage, ça aurait été une belle fête. Je voulais prendre mon ballon pour faire signer et j'ai pas pu parce qu'on pouvait pas. C'est donc dans un stade des Alpes tristement vide pour l'événement que l'aventure s'arrête. Pas d'exploit comme ce 18 mars 2009 où Grenoble, alors en Ligue 1, avait écarté Monaco en quart de finale. Et pourtant, avec leurs bons résultats cette saison, les supporters y croyaient. Moi, je vois un partout et on gagne au pénalty. Pour être chauvin, disons. On va passer, on va faire l'exploit. S'ils gagnent au tir au but, ça serait bien. Mais après, je pense qu'ils peuvent gagner, J'irai un beau 2-1. Moi, je pense 2-1 pour le GF. Et 2-1, on n'en est pas passé loin avec une superbe fin de match et de belles occasions grenobloises. Anani, Semedo, Montbrice n'ont pas su trouver la faille et Monaco l'a emporté 1-0 avec notamment un Ruben Aguilar, le latéral droit monégasque, qui a posé beaucoup de soucis à son club formateur. C'est un ancien Grenoblois aussi qui était là et qui avait joué à Grenoble. On va voir, j'espère qu'il va lever le pied pour nous. Grenoble va maintenant pouvoir se concentrer sur le championnat et viser les playoffs pour peut-être jouer contre Monaco l'an prochain, mais en Ligue 1. Et prochaine rencontre pour le GF38, samedi 13 février, les Grenoblois recevront Amiens à 19h, cette fois-ci dans le cadre de la Ligue 2. Depuis plusieurs jours, de nombreux étudiants des instituts d'études politiques de France dénoncent et témoignent sur les réseaux sociaux des faits de viol, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel avec le hashtag ScienceSport. À Grenoble, 2 enquêtes préliminaires sont ouvertes pour des agressions sexuelles. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, indique avoir reçu 2 signalements d'agressions sexuelles par la direction de Sciences Po Grenoble les 25 janvier et 8 février dernier. De son côté, la directrice de l'Institut a réagi dans un communiqué réitérant, je cite, sa condamnation la plus ferme de ces actes abominables et souhaite entendre les propositions des élus étudiantes et étudiants ainsi que celles des associations étudiantes agréées de Sciences Po Grenoble pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Cela fait maintenant plus de 100 jours que les lieux culturels ont fermé leurs portes. Depuis la fin octobre, cinémas, salles de spectacle ou encore musées n'ont aucune perspective concernant leur avenir. De nombreuses personnalités du monde de la culture ou encore de la politique lancent un appel pour ouvrir ces lieux. C'est le cas du président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, qui a interpellé le gouvernement lors d'une conférence de presse au musée Dauphinois où les expositions sont en attente de visiteurs. C'est le cas de l'exposition Un amour de vélo qui est prête depuis 2 mois et demi. C'est un appel à la réouverture des musées parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette culture. Il n'y a aucun risque à réouvrir les musées. Nous sommes prêts à le faire dans le respect, bien sûr, du protocole sanitaire. Nous avons 5000 m². Si on met une jauge, par exemple, à 100 personnes, les gens rentrent masqués. Nous avons du gel hydroalcoolique. Il n'y aura bien sûr pas de visite guidée ou collective. Mais aujourd'hui, nous sommes en capacité de lutter
contre la pandémie avec les gestes barrières et nous sommes capables d'appliquer ces protocoles dans les musées. C'est important pour le monde de la culture, c'est important pour les collectivités qui ont envie de continuer de vivre d'un point de vue culturel et puis surtout c'est important pour notre population qui vit maintenant depuis 100 jours sans aucun accès à la culture d'une manière ou d'une autre. Il faut laisser la liberté aux gens de se cultiver, c'est quand même important et en plus là c'est une belle exposition actuellement dans le musée dauphinois. C'est sympa, on voit des vélos d'époque, ça retrace un peu l'histoire du vélo et du cyclisme, ciblé vraiment sur le département de l'Isère. Ça retrace un petit peu le Tour de France, le premier maillot jaune qui a été remis à Grenoble, donc c'est marrant de voir l'histoire de son sport, voilà, des choses que j'avais su mais que j'ai oubliées et qui sont intéressantes. Ouais. Et les 10 musées gérés par le département de l'Isère accueillent habituellement 400 000 visiteurs par an. Depuis le premier confinement, nombreux sont les habitants qui ont choisi de consommer des produits locaux en soutenant ainsi les circuits courts, des habitudes qui ont perduré depuis le printemps dernier. Les habitants de la métropole sont donc de plus en plus nombreux à s'approvisionner au marché ou dans des magasins de producteurs comme Comboire Paysan. Ouvert il y a quelques mois, il propose la marchandise de 13 producteurs du territoire. Lina Badreddine. Ici, on voyage, mais pas très loin. Du Nord-Isère au Grésivaudan, en passant par Royan, l'Oisan, la Chartreuse ou le Vercors. À Échirolles, le Comboire Paysan est un magasin de producteurs locaux installé depuis octobre 2020. C'est un magasin où je trouve des produits de proximité qui m'intéressent. Et en plus, moi, j'habite très proche, donc c'est celui qui me convient le mieux. Et j'essaye de privilégier les circuits courts. Donc là, c'en est un exemple typique. Il y a des produits de qualité. Je suis plutôt pro-Vercors. Donc si je peux favoriser le Vercors, je le fais également. Et puis les prix sont très compétitifs. De la viande et du fromage, des légumes et des fruits, du pain et du vin, des laitages et quelques produits d'épicerie. Si le circuit est court, la liste est longue. Le territoire isérois et alentour regorge de ressources qui ne demandent qu'à éveiller les papilles des consommateurs de proximité. Ça fait vivre les producteurs. On valorise nos produits. Et ça passe pas par des transporteurs de toute la France. Produits frais. On mange frais et bon et sain. Et c'est grâce à l'unisson de 13 producteurs que le Comboire Paysan a vu le jour. Ensemble, ils ont rassemblé un investissement de 400 000 € pour monter le projet avec l'aide de la région et du département. Chaque jour, un des producteurs adhérents est présent pour répondre à la demande des clients. La crise sanitaire a aussi joué son rôle dans le changement des habitudes de consommation, un levier pour l'économie locale. J'ai découvert ce magasin un peu après le confinement et donc j'essaye de venir au moins une fois par semaine, minimum. Depuis la crise sanitaire, on voit arriver beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux clients qui souhaitent changer leur mode alimentaire, manger plus locaux, manger sain, bon, frais aussi. Le Comboire Paysan vient s'ajouter à la liste des 25 autres magasins de producteurs similaires sur le département. Et l'Isère est donc championne de France des magasins de producteurs avec 25 magasins. C'est un phénomène impressionnant qui a eu lieu dans le ciel d'une grande partie de l'Est de la France samedi dernier. Les Isérois ont découvert un ciel orange, un phénomène dû au vent de sud qui a transporté le sable et la poussière du Sahara. On en parle avec vous, Alexandre Thomasson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça? Effectivement, je suis responsable de l'unité Action et Territoire qui a pour objectif d'évaluer l'efficacité des actions menées sur les territoires pour l'amélioration de la qualité de l'air. Alors pour revenir sur ce phénomène de samedi, c'est un phénomène plutôt rare qu'on ne voit pas souvent dans le ciel isérois? Alors effectivement, non seulement dans le ciel isérois, mais sur le niveau national, c'est assez rare, mais en même temps... on peut le retrouver une fois par an ou une ou deux fois par an. Mais voilà, ça reste assez ponctuel. C'est en quoi ce type de phénomène, ce ciel orangé, peut venir perturber la qualité de l'air? Alors donc, comme vous l'avez très bien dit, ce sont des particules issues du Sahara. Donc c'est du sable, c'est des particules minérales et qui sont transportées généralement en très haute altitude.
Donc c'est pour ça aussi que nous, on était au courant qu'il y avait un transport de particules qui allait arriver sur notre région. Mais généralement, c'est plutôt haut. Et là, il se peut que par le mélange de couches d'atmosphère, certaines de ces particules retombent au sol avec des fortes concentrations. Donc c'est un phénomène qui est assez impressionnant, mais que les Grenoblois se sont peut-être pas rendus compte que ça allait perturber leur qualité de l'air. Alors effectivement, en tout cas, nous, on n'avait pas émis forcément de dispositifs préfectoraux, d'alerte, etc. Maintenant, on était bien au courant, on avait essayé d'informer un petit peu quand même sur notre site internet. Maintenant, c'est venu perturber leur qualité de l'air plutôt à une période qui était la nuit et donc où les personnes étaient plutôt confinées normalement après 18 heures. Et voilà, je ne veux pas minimiser l'impact, mais effectivement, on a eu des niveaux, comme vous dites, un petit peu records, ou en tout cas peut-être pas sur la région grenobloise, mais sur certaines parties de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des niveaux assez élevés, mais très ponctuellement sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà, mais assez ponctuel, et qui a fait que la moyenne de la journée a pu dépasser le seuil, puisqu'on a un seuil à ne pas dépasser sur la journée qui est de 50 microgrammes par mètre cube. Et là, pour nous donner une idée, quels étaient un petit peu les pics records que vous avez pu avoir dans la journée? Donc j'ai effectivement imprimé un petit peu la courbe. Donc les pics records, on était autour de entre 100 et 200 microgrammes en fonction des heures et puis des stations que l'on a pu mesurer. Il faut savoir que le record sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était 540 microgrammes, il me semble, en 1 heure sur la vallée de la Maurienne. Et alors, pour qu'on se rende compte, là, 200 microgrammes, en temps normal, quand la qualité de l'air est plutôt bonne, on est à combien de microgrammes? Exactement, c'est une bonne réflexion. Donc, généralement, quand la qualité de l'air est bonne, on est aux alentours de 20-30 microgrammes. Donc là, on dépasse largement le seuil. Et ensuite, je vous dis, ce seuil de 50 microgrammes à ne pas dépasser sur la journée, c'est un seuil d'information et de recommandation pour les personnes sensibles. Et c'est vraiment sur cet aspect, effectivement, si on respire 50 microgrammes tout au long de la journée. Maintenant, là, les pics ont eu lieu à partir de 22 heures et jusqu'à 3 heures du matin. Et voilà, ça a dépassé sur la moyenne, mais normalement, personne n'a respiré ces concentrations-là. Ou en tout cas, les personnes étaient plutôt à l'intérieur. Alors justement, j'allais vous demander quel peut être un peu l'impact sur notre santé de ce type de phénomène? Alors là aussi, c'est une très bonne question parce que, je vous ai dit, ce sont des particules plutôt minérales et des particules assez grosses et que l'on voit. Donc là, nous, on a mesuré effectivement cet épisode sur ce qu'on appelle les particules PM10, qui sont PM, ça veut dire particules matter, donc particules en anglais. 10, c'est le diamètre moyen de la particule, donc c'est 10 micromètres. Et les particules les plus nocives, ce sont les PM2,5, qui sont plus fines et qui, elles, vont ne pas être forcément arrêtées par les muqueuses nasales, mais vont pénétrer plus profondément dans les trachées artères. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que, justement, en hiver, on a plus tendance à respirer ces particules PM2,5 qui sont issues notamment du chauffage individuel au bois non performant, et que la métropole grenobloise, le Grésivaudan et le Pays Voironnais mettent en place justement des actions et notamment proposent des aides financières importantes pour changer ce chauffage au bois chez les particuliers, remplacer le système de chauffage non performant et de les accompagner pour apprendre aussi à choisir du bois de qualité et savoir bien se servir de son poêle à bois, par exemple. Et alors, concernant Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez changé les indices en début d'année? Alors ça, c'est une autre, effectivement, question. Oui, cet indice de qualité de l'air, comme je vous disais, vous voyez, on parlait de 50 microgrammes pour les particules fines, c'est en moyenne journalière. Si on parle du dioxyde d'azote, qui est un autre polluant, lui, c'est 200 microgrammes sur 1 heure. Ensuite, vous avez des réglementations qui sont à l'échelle annuelle, etc. C'est très compliqué, la qualité de l'air. Et du coup, l'indice Atmo est là pour essayer de donner une information sur la qualité de l'air agrégée et accessible au public et qui essaye d'agréger tous ces seuils-là et d'informer. Et en plus, vous avez d'autres seuils qui sont les seuils de recommandation par l'Organisation mondiale de la santé et qui prennent en compte notamment les particules les plus fines dont je vous ai parlé, les PM2,5. Donc cet ancien indice, il était là depuis plus de 25 ans et il fallait le faire évoluer. Il fallait être en cohérence avec un indice européen qui a aussi évolué, vous l'avez peut-être vu sur les sites internet. Une meilleure prise en compte des enjeux de santé et donc l'attente des citoyens aussi d'introduire les particules les plus fines, les PM2,5, et aussi une information la plus fine. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne calcule plus l'indice Atmo uniquement sur nos stations, mais à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération avec notre modélisation.
Donc vous voulez peut-être savoir au niveau sur les principaux changements, je vais essayer vraiment d'être très bref. Je ne vais pas vous dire tout, mais grosso modo, avant on avait 4 polluants, maintenant on en a 5 puisqu'on introduit les PM2,5. Au niveau de la représentativité, avant on calculait l'indice Atmo sur 8 agglomérations de plus de 100 000 habitants et 15 agglomérations moyennes. Aujourd'hui, on va pouvoir donner un indice Atmo sur 4030 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment l'ensemble, voilà. Et également, on a changé bien sûr la girafe qui était une indice de 1 sur 10. Et maintenant, on a 6 qualificatifs, 6 couleurs associées et un petit smiley pour essayer un petit peu de donner la qualité de l'air. Eh ben, merci beaucoup Alexandre Thomasson d'avoir été notre invité. De rien. C'est la fin de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.